Bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord commencer par me présenter, Claire Morel. J'interviens aujourd'hui en tant qu'animatrice et journaliste professionnelle. Et je suis spécialisée sur les sujets de l'expérience client et du marketing client. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette conférence plénière dans laquelle nous allons aborder le sujet de la voix du client et comment celle-ci permet d'améliorer l'expérience client à travers l'organisation et les process, mais aussi les produits et services de l'entreprise pour, in fine, booster la performance. Alors cette voix du client, bien collectée et partagée en interne, elle permet de motiver les collaborateurs à la fois sur les irritants, mais aussi sur les réussites. Et en la diffusant dans toute l'organisation, cette voix du client favorise ainsi la culture et l'orientation client. Alors les grandes questions que pose ce sujet, c'est comment mettons en place un programme voix du client, comment analyse-t-on cette voix, comment la partager et enfin comment créer de l'amélioration continue. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos différentes invitées. Marion Greenbaum, qui est tout au bout, à droite, responsable voix du client chez Michelin. Catherine Mongal, directrice qualité, formation, études clients, Customer Care Europe chez Mythic, qui est à côté de moi. Et enfin, Hélène Petit, responsable expérience client chez Flunch. Merci mesdames pour votre présence. Alors, avant de démarrer, sachez, c'est écrit sur les deux écrans qui sont à droite et à gauche de la scène, sachez vous pouvez poser vos questions au numéro qui s'affiche. Et je prendrai ces questions-là à la fin de la conférence. Alors avant de démarrer et entrer dans le vif du sujet, on va déjà faire un premier tour de table pour connaître vos missions respectives au sein de vos organisations et puis également que vous puissiez nous partager vos enjeux en matière d'expérience client dans chacune de vos entreprises respectives. On commence par vous, Catherine. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir donc, pour cette conférence. Donc, moi, en effet, j'ai la chance d'encadrer et d'animer les équipes qui gèrent le suivi qualité, la formation continue, la formation initiale aussi de nos conseillers, le self-care aussi chez Mythic Europe pour le service client. Et également donc la partie études, la partie de voix client. Nos enjeux sur l'expérience client et la voix client chez Mythic. Déjà, depuis la création de Mythic en 2001, c'est vraiment un sujet très important qui a fait que tout a été développement produit, animation, que ce soit les events, que ce soit la communication, vraiment tiré de la voix client. Donc, on continue cet enjeu-là et on le partage vraiment avec beaucoup de services chez Mythic, que ce soit les études, les relations publiques, la communication, le développement produit. C'est vraiment quelque chose de très partagé, cette voix client. Et bien sûr, en tant que service client, l'enjeu premier, c'est quand même le suivi et le pilotage de l'excellence opérationnelle. Donc cette animation auprès des conseillers pour rester au top de la relation client. Alors Hélène, chez Flunch. Bonjour à tous. Eh bien, pour nous, donc moi je suis en charge de l'expérience de la relation client. Nos enjeux, c'est créer des expériences flunchantes, satisfaisantes, réussies. Et donc les missions, en fait, c'est l'écoute, collecte, traitement des avis, écoute client, analyse de la qualité servie pour définir les attentes et les irritants. De là, on définit l'expérience la plus flunchante possible et on la mesure pour la partager. Et donc, pour l'enjeu final, en fait, c'est la satisfaction et la recommandation. Une expérience flunchante, vous avez une définition précise ? Expérience flunchante, c'est une expérience mémorable, réussie, qui nous permet d'avoir une satisfaction en amélioration continue et une recommandation surtout. Marion, est-ce que vous pouvez nous parler de votre fonction et de votre entreprise et des enjeux en matière d'expérience client ? Oui, donc bonjour à tous. Donc en fait, je suis responsable voix du client chez Michelin Travel Partner. Pour resituer, Michelin Travel Partner est une filiale à 100% du groupe Michelin. Notre mission, c'est de développer des offres B2B, B2C autour de la gastronomie, du voyage et de la mobilité. Donc, par exemple, le guide Michelin, le site Michelin Restaurant. On fait également des événements gastronomiques. Nous avons les guides verts pour le voyage ou alors encore via Michelin sur la mobilité. Aujourd'hui, nous opérons une croissance assez forte à l'étranger, notamment par des rachats comme le guide Robert Parker ou alors Hôtel Tablette.
Et de ce fait, en fait, on va avoir un gros enjeu pour les années à venir, c'est d'harmoniser notre expérience client et en fait de développer des standards pour qu'on puisse retrouver une qualité qui est très forte au niveau du groupe, une valeur très forte au niveau du groupe, donc la qualité, qu'on retrouve cette qualité dans l'ensemble de nos expériences. Voilà. En effet, vous gérez plusieurs activités, plusieurs marques, et vous avez mis en place un programme Voix du client depuis 3 ans. Justement, à quoi il vous sert et comment vous le déployez à travers justement ces différentes activités? Alors, en fait, depuis 2016, maintenant, le client est au cœur de la stratégie du groupe Michelin. On a choisi chez Michelin Travel Partner de prendre la voix du client pour améliorer notre expérience client et aussi pour développer la Customer Centricity. À nos yeux, c'est vraiment une boucle vertueuse qui permet d'améliorer en permanence nos offres et nos services. Et pour ça, on se base sur quelques fondamentaux, comme le fait de collecter la voix du client à chaud. Enfin, on mesure l'expérience à chaud systématiquement, on répond à nos clients pour pouvoir résoudre leurs problèmes quand on les découvre. Et aussi, bien sûr, on met en place des plans d'action pour pouvoir nous améliorer en continu. Voilà. Alors Catherine, chez Mythique, on est quand même sur un autre type d'activité par rapport à vos 2 voisines. Le but, c'est quand même pas de retenir le client le plus longtemps possible, hein, on est d'accord ? C'est ça, on a un modèle un peu particulier chez Mythique, c'est que nous, on capte, bien sûr, on accueille beaucoup de célibataires et de plus en plus de célibataires de tous âges chez Mythique et chez Disons Demain, qui est la marque qui a été développée récemment. Et notre objectif, c'est pas qu'ils restent très longtemps chez nous, mais en tout cas, qu'ils passent une très belle expérience, qu'ils passent surtout des moments de rencontre vrais, de manière vraiment sereine et tranquille sur toutes nos plateformes. Donc on les interroge tout au long de leur parcours, depuis leur inscription, pendant leur expérience en fait. Et ça, il y a un vrai partenariat, je le redis, avec les études et tout le travail qui est fait chez Mythique. Et puis après aussi à leur sortie, hein, on cherche aussi à les interroger quand ils partent et savoir s'ils ont été contents de leur expérience et surtout s'ils en gardent de bons souvenirs. Donc et nous raconter de belles histoires. Oui, parce qu'il y a un enjeu à la fois en termes d'expérience client et puis avec le marketing. C'est-à-dire que vous travaillez vraiment... la voix du client, c'est un sujet vraiment transverse pour vous. Oui, tout à fait. C'est vraiment, depuis le début, Mythique a basé aussi son développement sur l'écoute client pour être à la fois, vous le disiez, un peu réactif, cette courbe vertueuse de l'amélioration continue, mais aussi d'être toujours créatif dans ce qu'on va proposer aux célibataires. Et donc, c'est un travail partagé avec l'équipe marketing, développement. Tout est en interne chez Mythique, tout est développé en interne. Depuis le design, toutes les apps, tous les sites sont développés en interne à Paris. Au siège Europe. Et donc, on a besoin d'alimenter ces équipes-là. Donc, on interroge régulièrement, que ce soit du Quanti, du Quali, parce qu'on va parler aussi un peu de Verbatim, et on utilise toutes les données qui sont disponibles. Alors, chez Flunch, Hélène, depuis combien de temps le programme Voix du client est mis en place et quels sont vos objectifs quels étaient vos objectifs de départ, en fait, à travers cette collecte ? Déjà, nous, notre objectif, c'est aussi de faire revenir. Donc, on a mis en place la voix du client à partir de 2015. Avant, bien sûr, on était en écoute de nos clients. Le premier contact, c'est nos directeurs et nos équipes de restaurants. Et on avait aussi une boîte contact toute simple, gérée en centrale, centralisée au marketing, avec, j'ai envie de dire, une réactivité plus ou moins rapide. Dès 2015, on a mis en place et voulu organiser la voix du client en mettant en place une plateforme d'interaction et de mesure de satisfaction. Donc on a utilisé Critizer. Critizer est une plateforme donc d'interaction avec le client et de mesure de satisfaction. Et ça nous a permis de faire converger l'ensemble de nos interactions écrites, prioritairement, sur une plateforme unique. Ce qui nous a permis aussi de remettre la réponse au plus près du collaborateur et du client, puisque ce sont nos directeurs et nos équipes qui répondent directement. Et en fait, on est passé de 20 000 verbatim par an, ou 20 000 messages traités, centralisés, à 120 000 messages que nos directeurs et équipes de restaurants traitent en direct avec leurs clients, dans un délai donc de moins de 24 heures à 98%.
Bon, donc pour nous, c'est vraiment une belle avancée. Et aussi 1 million de notations qui nous permet vraiment d'avoir un écosystème d'écoute de la voix du client qui nous fait nous améliorer en continu et remettre le client au cœur et au plus près de notre exploitation. Alors, on imagine que vous sollicitez les clients sur leur satisfaction, vous mesurez cela à la sortie des restaurants, mais par quel canal vous les sollicitez? Comment ça fonctionne concrètement? Concrètement, on a essayé de faire un écosystème 360. Donc, on a commencé par les emails post-visite sur les clients, nos clients ayant une carte de fidélité. Et puis rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait tout de suite aller chercher l'ensemble de nos avis sur tout le parcours client. Donc à la fois en amont, puisqu'on sait qu'il y a 80% des clients qui se renseignent sur les avis publics avant d'aller dans un restaurant. Donc en amont, pendant et après l'expérience. Concrètement, on va récupérer des messages en sollicité. Après la visite, pour nos clients cartés, on leur envoie un email post-visite avec plusieurs questions qui permet de récupérer la satisfaction et un message, un verbatim possible. Ensuite, pendant, c'est en sollicité, c'est en spontané plutôt. Donc là, on est sur dites-nous.flunch.fr où là, via le set de plateau, via le ticket de caisse, les clients peuvent s'exprimer. C'est aussi lors de la connexion Wi-Fi, puisque nos clients s'installent et comme beaucoup d'entre nous maintenant ont le réflexe portable. Donc à la connexion, il y a un widget qui s'ouvre. Et aussi de façon spontanée sur nos sites, site flunch.fr ou Flunch Traiter, Click and Collect, où les clients peuvent s'exprimer en contactez-nous. On n'a plus de boîte contact, en fait, on est directement sur l'écosystème de la plateforme Critizer et c'est transparent et donc ça permet de tout faire converger au même endroit. Petite particularité, peut-être, c'est que rapidement, donc au départ des emails post-expérience, puis rapidement on s'est rendu compte que les avis publics étaient essentiels. Et donc on a co-construit un écosystème pour capter les avis publics, prioritairement donc Google et TripAdvisor et Page Jaune, ce qui nous permet sur cette même plateforme de capter ces avis, d'y répondre. Et de repousser la réponse sur ces sites d'avis publics. Et globalement, ça fait un tiers. On a un tiers qui est de l'email post-expérience, un tiers en spontané sur nos sites, nos restaurants, et un tiers d'avis publics. Voilà. Très bien, merci. Marion, avec différents produits et services, vous avez, j'imagine, plusieurs types d'enquêtes, plusieurs modes de recueil. Comment, justement, ça s'organise chez vous? À travers quels canaux vous collectez les avis clients? Puis vous avez plusieurs types de clients différents, B2B, B2C. Oui, tout à fait. Comme on a des offres et des services très divers, il a fallu s'adapter à chaque fois. Donc, par exemple, on a un bouton Votre avis sur les sites internet qui permet de collecter le feedback en permanence. Donc, nos clients peuvent s'exprimer. Et vraiment, l'idée, c'est aussi d'avoir un flux continu d'informations. On ne fait pas des campagnes pour interroger nos clients. On va avoir un feedback en permanence. Donc, sur le digital, ça se matérialise par des boutons Votre avis. Pour nos clients B2B, on va plutôt les interroger par emailing parce que c'est plus adapté. Et enfin, on a des cas un peu spécifiques. Quand on a des partenaires sur nos événements, ils sont, on va dire, entre 5 et 10. Donc du coup, je procède carrément à des entretiens téléphoniques, ce qui permet d'avoir un feedback très très riche et très complet. Et on a vraiment appris beaucoup de cette manière-là. Sinon, de manière générale, on a un dispositif qui permet de collecter la voix du client sur l'ensemble des canaux. Donc, on travaille avec Viavou, donc, qui est notre partenaire sur l'analyse sémantique. Et en fait, on a mis en place un dispositif sur mesure qui nous permet donc de collecter la voix du client au niveau du service client,
mais aussi sur les enquêtes, sur les stores pour les applications et aussi sur les réseaux sociaux. Comme ça, sur la plateforme Viavou, on a vraiment la totalité des verbatims de nos clients et ça nous permet vraiment d'avoir une vue complète de ce qu'ils pensent. Donc c'est intéressant, selon les offres, on voit que soit la nature est assez similaire, soit ça peut être complètement différent selon nos problématiques. Donc l'ensemble des verbatims sont analysés. Ce qui était très important aussi, c'était que l'ensemble des salariés puissent recevoir les verbatims et les lire en permanence, parce que finalement, c'est la lecture des verbatims qui fait qu'on rentre vraiment dans la peau du client et qu'on peut le comprendre. Donc ça, c'était essentiel et on a pu le faire grâce à eux. Comme j'en parlais aussi tout à l'heure, on répond à nos clients, donc il a fallu s'adapter. Quand c'est du B2C, c'est le service client, et quand c'est du B2B, c'était plus naturel que ce soit les commerciaux, vu que c'est eux qui ont la relation en permanence avec leurs clients. Et enfin, pour finaliser le dispositif, on a bien sûr des tableaux de bord, avec un tableau de bord qui s'adapte à l'équipe de direction, qui a une vue plus générale, et on a une vue plus spécifique par équipe, pour que vraiment chaque équipe puisse intervenir sur ses offres et produits. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Catherine, vous avez conçu un parcours client, comme dans beaucoup d'entreprises, avec des moments de collecte, justement. Comment vous l'avez pensé et comment ça fonctionne concrètement ? Alors, on a aussi ces moments de collecte que vous évoquiez à différents niveaux. Et les équipes, même marketing, sont organisées dans ces moments d'expérience client, finalement. Donc, on a un processus un peu comme vous. On capte aussi, en fait, des retours, des post-contact, en tout cas pour le service client, des enquêtes satisfaction post-contact, que ce soit par mail, par téléphone, par chat. Et donc, au début, en fait, de ce moment de collecte, qui est le contact avec le service client, pour le parcours sur les plateformes, là aussi, c'est des envois d'emails au moment, comme je l'évoquais, donc de l'inscription, de quelques jours après l'expérience sur les plateformes et en sortie d'expérience. Donc on s'est calé avec des systèmes soit d'envoi d'emails et de récupération. Nous on travaille avec MyFeedback sur la partie envoi et analyse des questionnaires. On travaille aussi avec AirDeal pour la partie analyse sémantique. Et même au niveau des événements, des fameux events, les happy hours, les soirées, les voyages qui sont organisés par Mythique, là aussi, les personnes sont interrogées. Donc à ce moment aussi précis de leur parcours. Donc on essaie de capter à chaque mot important, y compris sur la partie e-réputation, qui est un de nos enjeux aussi importants cette année. Le processus n'est pas encore, on va industrialiser, mais c'est quelque chose qui va être fait. Et on travaille aussi avec les PR, avec Digiman, qui est aussi donc un partenaire sur la partie web listening et social media. Donc voilà, chaque étape est aussi enquêtée, avec des retours à chaud, à froid, à tiède, selon un petit peu les besoins de chaque équipe. Très bien. Alors déjà, on va parler des indicateurs de satisfaction que vous avez mis en place chacune dans vos entreprises, et puis ensuite des verbatims, parce que un indicateur de satisfaction, c'est bien, mais si ça nous permet de savoir si le client est content, pas content, moyennement content. En revanche, connaître le pourquoi de sa satisfaction et du niveau de satisfaction, c'est quand même une fin en soi. On va commencer par vous, Marion. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme indicateur, et ensuite, en termes de verbatim, comment ça fonctionne et comment vous les partagez en interne ? Oui, alors on a mis en place le NPS, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on met en place le dispositif sur une offre, on voit que tout le monde se focalise sur le NPS. Donc la question, c'est toujours est-ce que le score est bon ? Combien fait la concurrence ? Donc c'est vraiment systématique, on se focalise là-dessus. Et vraiment, moi, ce que je voulais pousser, c'est qu'il faut se concentrer sur les verbatims. En fait, si on veut améliorer l'expérience client, il faut se baser sur ce que dit le client pour comprendre. Et c'est vraiment là que se trouve la richesse. Donc c'est essentiel de se focaliser sur les verbatims. Le score est presque anecdotique. Et donc nous, on pousse vraiment ça. C'est pour ça qu'il fallait que l'ensemble des salariés puissent avoir accès aux verbatims. C'est vraiment essentiel. Sinon, on anime aussi... On anime également la voix du client avec une réunion régulière qui s'appelle les comités voix du client. Donc on le fait par offre, et on a en fait toutes les parties prenantes en fait des offres qui participent à la réunion, et ça permet en fait de partager avec eux les verbatims. Alors bien sûr, on revient sur le NPS.
forcément, mais c'est toujours expliqué par le verbatim. Donc on partage une analyse qui est faite soit donc, par via vous quand on a beaucoup de volume, mais on le fait aussi manuellement quand on a de faibles volumes. Et ce qui est important, c'est toujours de classer par motif en fait les verbatims et de pouvoir les pondérer pour savoir là où on doit en priorité agir. Donc c'est ce qu'on fait. Le comité nous permet aussi de nous assurer que les équipes mettent en place des plans d'action et travaillent dans le sens du client. Alors, Catherine, vous, chez Mythic, vous avez aussi plusieurs parties prenantes qui sont que vous convoquez ou que vous invitez, en tout cas, autour de la voix du client, si j'ai bien compris. Oui, vous avez parlé de comité voix du client, donc on l'appelle aussi le comité expérience client, et on partage justement ce score de satisfaction, pour les points de contact post relation client. Des points de contact donc aussi avec les études. Donc on a la même échelle de scoring, on est sur une échelle de 5. Donc on aime bien cet indicateur de score de satisfaction. On mesure aussi un NPS, mais plus à l'année, mais en tout cas on continue, on est plus sur des scores de satisfaction. Et comme vous le disiez, à chaque fois on le ramène au verbatim. Et ce qui va intéresser les différentes instances, c'est justement de se dire, au-delà des scores, au-delà du quanti, chez Mythic, on fait beaucoup d'analyses quantitatives sur l'activité la célibataire, sur les échanges, sur les rendez-vous, etc. Mais on accorde beaucoup de place au quali. Et dans ces réunions-là, que ce soit en hebdo, en mensuel, au trimestre, moi ce que je dis souvent aux équipes lorsqu'elles vont communiquer leur rapport régulier à la semaine à presque 50 personnes ou plus dans l'entreprise, c'est se dire, voilà, est-ce que vous pouvez illustrer par le verbatim qui va donner envie d'ouvrir le rapport de 10 pages derrière, quel est le verbatim qu'on va ressortir. Donc on écoute aussi, en verbatim c'est l'écrit, les appels aussi, on a nos comités qui sont répartis sur les lancements de produits. J'ai parlé de Disons Demain, on a d'autres marques qui sont sorties et les apps qui sortent à chaque fois. Dans chaque comité, on essaye d'écouter des appels, au moins un appel, qui va illustrer justement ces scores-là. Et chacun est vraiment mobilisé pour tout ça à chaque moment. Parfait, merci. Chez Flunch, Hélène, j'imagine que les restaurants se benchmarkent les uns avec les autres à travers un indicateur. Et puis ensuite, comment ça se passe concrètement dans chaque restaurant? J'imagine que les directeurs de restaurants font de l'animation grâce à cette voix du client, grâce au verbatim, aux indicateurs. Oui, tout à fait. Au niveau indicateur, ça a été la grosse avancée, c'est de justement permettre à chaque restaurant de se benchmarker. On a mis en place un tableau de bord d'indicateurs avec prioritairement donc le NPS, Net Promoter Score, mais que nous on décortique, c'est-à-dire qu'on pilote le NPS, certes, mais on pilote aussi sa composante, c'est-à-dire le nombre de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Parce que l'enjeu, c'est vraiment à la fois d'aller répondre avec la meilleure expérience possible pour augmenter le nombre de promoteurs. Et c'est surtout chez nous, en tout cas c'est notre priorité, mais les deux sont importants, c'est aussi d'aller éradiquer, chasser l'irritant pour avoir le moins de détracteurs possible et le plus de promoteurs possible. Donc le NPS. Et ce qu'on fait avec ce tableau de bord, donc, c'est qu'on le met en corrélation avec l'activité. Donc c'est un tableau de bord par restaurant, consolidé par région, consolidé au national, mensuel et cumulé, pour pouvoir se benchmarker. Et dedans, on y met quoi? On y met l'activité, on y met le NPS, et on y met aussi les résultats de la qualité service, c'est-à-dire les visites mystères, ce qui permet d'avoir, j'ai envie de dire, une vue 360 de benchmark. Et en fait, rien que ça, déjà, c'est permettre aux exploitants de parler de la satisfaction, de se comparer, de se challenger, de dire tiens, pourquoi moi je suis au-dessus, en dessous, de s'accompagner aussi. Et donc naturellement ça évolue. Donc ça c'est le premier point. Et puis de la même façon, donc nous on a voulu tout de suite une plateforme qui permette à nos directeurs et équipes de restaurants d'accéder à leur verbatim et à leur score de satisfaction. Donc en temps réel, ils les ont, puisqu'ils ont un accès direct, au même titre que les directeurs de région qui les animent, et du comité de direction et des supports. Et récemment, il nous manquait quelque chose en fait, et le plus important, puisque c'est l'objet de la conférence, c'est le pourquoi et le quoi. Et on avait avant des outils, on n'avait que la Satis. Alors on avait beaucoup de notes, mais on n'avait pas le quoi et le pourquoi. Et donc
Le dernier reporting, c'est la voix du client qu'on envoie mensuellement à tous les directeurs, pareil, consolidé à la région et au national, où là, on reprend les indicateurs dont on a parlé tout à l'heure, mais on y ajoute toute la phase d'analyse sémantique des verbatims qu'on fait avec Proxem pour que chaque restaurant ait, j'ai envie de dire, 2 à 4 avec ses scores, ces thèmes, ces items top de satisfaction, top insatisfaction, quelques nuages de mots et j'ai envie de dire 15 messages pertinents positifs et 15 messages pertinents de points améliorés. Voilà, sachant qu'on a plus de satisfaction et de questions que de points améliorés. Et ça permet donc rapidement à un directeur d'animer ses équipes au niveau opérationnel en appuyant sur l'accueil qui est une force chez nous et donc d'accompagner les équipes là-dessus. Ça permet de se rassurer aussi sur le rapport qualité-prix qui reste aussi une force, mais ça permet aussi d'aller nous challenger, trouver des solutions sur la rapidité de service, sur la température des plats. Voilà, donc on est vraiment dans l'excellence opérationnelle en temps réel et ça donc au niveau des directeurs. Et après, on a aussi bien sûr toute la partie métier qui est enrichie et qui est alimentée avec toutes ces analyses de verbatim pour pouvoir donc enrichir le métier, donc le produit, la R&D, le concept avec ces items. Très bien. Marion, comment ça a été perçu, la mise en place de ce programme Voix du client? Parce que parfois, on peut se dire il va y avoir une certaine défiance vis-à-vis d'un sujet comme celui-ci, avec des indicateurs, des verbatims qui ne sont pas toujours positifs, etc. Quoique, puisque c'est ce que Hélène nous disait chez Flunch, finalement, il y a des choses plutôt sympas qui ressortent. Comment ça a été perçu chez vous? Alors, c'est bien perçu parce qu'évidemment, dans le discours, tout le monde veut toujours être orienté client, mais en fait, dans les faits, on est quand même pas mal challengé, que ce soit dans les comités voix du client au démarrage ou alors même en équipe de direction, il y avait des objections. Les objections, souvent, ce qu'on peut avoir, c'est mais est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on a assez de verbatim? Quand on voit qu'on a quelques milliers de verbatim face à des millions de visites, est-ce que vraiment, il faut tenir compte des verbatim? Et en fait, ça, c'est des objections qu'on voit au démarrage et en fait, au fil de l'eau, ça finit par se tasser. Ce qui est important pour que ça se tasse, encore une fois, c'est de donner accès aux verbatim. En fait, quand on lit et relit des verbatim, on finit forcément par se mettre dans la peau du client. Et finalement, au fur et à mesure, les objections se lèvent et les personnes changent de posture et voient vraiment l'intérêt en fait du programme Voix du client. Donc oui, des objections, on en a eu, même si au démarrage aussi, on avait mis un objectif collectif autour du NPS. Donc on avait mis un objectif collectif. Ce qui a été intéressant, c'est que ça a permis de faire le focus, de montrer qu'il y avait une réelle stratégie autour du client. Mais ce qu'on a vu aussi finalement, c'est que ça ne permet pas un changement de mindset. Donc si on veut faire évoluer réellement l'entreprise, voire une transformation d'entreprise dans le sens du client, il faut développer tout ce qui va autour, tout ce qui permet en fait de travailler la culture client. Voilà. Très bien. Catherine, comment ça a été perçu justement aussi? Même question finalement. Alors, un petit peu comme vous dites, il faut trouver la balance entre les retours, on va dire, d'amélioration et les retours positifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut trouver, voilà, un petit peu l'équilibre dans la diffusion de ces données-là. C'est perçu de manière très très positive chez nos partenaires qui sont externalisés pour la partie donc relation client front et back office. Donc on a un vrai partenariat avec vous avez cité, donc je veux dire, nous avec ADM Value sur la partie externalisée et sur la partie formation. C'est quelque chose, c'est vrai, c'est peut-être pas révolutionnaire, mais d'afficher des verbatim, de faire écouter des appels, c'est quelque chose qui va permettre cette amélioration. Et on observe du coup vraiment des résultats qui sont en amélioration. Et c'est un travail vraiment continu et collaboratif. Donc c'est à nous de l'apporter au sein de l'entreprise et au sein de nos partenaires.
Vous avez mis en place un système d'incentive par rapport aux indicateurs ou... Oui, alors c'est un système d'incentive qui est vraiment mixte avec des indicateurs à la fois donc de qualité. On est dans la relation, donc on mesure, oui, encore la qualité de nos process, de la compréhension de ces éléments-là. On mesure donc la satisfaction, les retours, et on mesure aussi des notions plus quantitatives de centres de relations clients habituels. Et c'est un incentive qui est un indicateur qui est mixte de ces données-là, et mais qui est toujours associé aussi à du quali. Et il y a d'autres indicateurs. Donc oui, et ça fonctionne si c'est fait de manière bienveillante et dans l'accompagnement réel, on va dire, des conseillers qui sont au front. Oui. Alors chez Flunch, Hélène, il me semble aussi que vous avez mis en place des incentives par rapport à la voix du client, justement. Oui. Donc chez Flunch, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que vous disiez, c'est on anime au quotidien donc les retours clients. On a intégré l'ensemble des avis dans l'optimisation et la gestion au quotidien opérationnel. Aujourd'hui, la réussite de l'écoute client, c'est que tout simplement, donc elle a été intégrée vraiment comme outil de pilotage et comme indicateur de pilotage de la performance de l'entreprise, au même titre que l'économie ou les collaborateurs. Les directeurs et les équipes en restaurant ont tout de suite adhéré parce que tout simplement, ça a été porté par la direction. Et on a eu la chance d'avoir une direction générale qui a poussé à organiser la voix du client et qui a porté le projet. Et ça, c'est déjà une grosse clé de réussite. Ensuite, les directeurs ont vite adhéré parce que on peut penser qu'il y a des freins, on peut avoir peur de dire « Mon Dieu, on va laisser la réponse à nos exploitants, à nos directeurs, la réponse aux clients et les fautes d'orthographe et la formulation. » Franchement, peu importe. Et en général, ils sont même meilleurs que nous. En général, on a un guide de réponse qui permet de guider les réponses. Il n'y a pas de réponse type préenregistrée puisque c'est eux qui gèrent. On les accompagne, mais ils ont tout de suite adhéré parce que au final, c'est ce qu'ils font au quotidien. Donc on accueille 600, parfois 1500, 2000 clients au maxi, mais 1500, 600 par service. Tout le monde ne peut pas venir voir le directeur, même si c'est le premier vecteur d'échange. Et donc, ça permet d'avoir l'occasion que chaque client puisse répondre appelez-moi le directeur, c'est le sens même de la plateforme Critizer. Et l'idée, c'est que l'interaction se fasse au plus près du client. Oui, accompagné avec un guide de réponse, mais ça se fait hyper naturellement. Donc ça, c'est la façon de répondre. Après, dans l'adhésion, les directeurs, au départ, quelques-uns réticents. Même pas réticents, en fait, c'est plus en se disant, ça prend du temps, il faut investir du temps. Et très rapidement, on a la quasi-majorité de nos équipes qui y trouvent un intérêt, un outil de management. Comme je le disais tout à l'heure, ils appuient et capitalisent sur tous les avis positifs puisqu'ils sont vraiment majoritaires pour manager leurs équipes, donner du sens à l'accueil, à l'ambiance qui est la priorité. Et puis après, ils s'appuient sur juste les verbatims de leurs clients et ça n'a pas de prix. Les verbatims pour insister sur des incidents opérationnels à caler ou travailler avec les équipes des sujets de fond qui remontent en priorité. Voilà. Très bien. Hélène abordait la question de la réponse, en fait, répondre aux clients qui se sont exprimés. Comment ça se passe justement, Marion, de votre côté? Qui prend en main la réponse? Est-ce qu'il y a des réponses types à donner ou à des process précis? Alors, oui, nous, la réponse, en fait, on l'a organisée de manière assez naturelle. Donc, c'est le service client qui répond. Donc, forcément, ils ont des réponses types.
Et que ce soit pour les enquêtes ou pour les autres canaux, finalement le client est traité entre guillemets de la même manière. Donc ça c'est important. Un client détracteur, quelle que soit la source, on le prend en compte et on y apporte le même soin. Ensuite, c'est vrai que pour le B2B, tout naturellement, ce sont les commerciaux qui apportent la réponse. C'est eux qui ont le contact avec le client, qui le connaissent. Souvent, ils connaissent les problématiques avant même de recevoir les résultats d'enquête. Donc, ils sont habitués, ça c'est important. Et c'est vrai qu'on est aussi... on valorise de toute façon. Alors ça, c'est vraiment pour la réponse client. Et après, pour faire évoluer nos offres, effectivement, ce qui est important, c'est que ce soit les équipes les plus proches du terrain qui puissent travailler les offres et qui donnent les inputs. On est chez Michelin ce qu'on appelle une entreprise libérée. Donc en fait, on prône la responsabilisation. Et vraiment, on valorise les initiatives. Donc ça, c'est important à la fois pour les équipes qui apportent les réponses, mais aussi pour celles qui font évoluer les produits et les services. Très bien. Et chez Mythic, comment on s'organise la réponse ? La réponse, les premières réponses, donc c'est le service client lorsqu'il y a des interrogations. Il y a des réponses aussi qui sont autonomes, qu'on va apporter aux clients via le self-care, sur lequel on travaille beaucoup. On va beaucoup retravailler aussi cette année. Comme vous le disiez aussi, c'est les mêmes équipes qui répondent aux commentaires Facebook, aux commentaires sur les apps. Donc on essaie d'avoir une vraie cohérence dans tout ça. Et voilà, nous, la partie verbatim, donc les plus de 80 000, on va dire, verbatim d'emails qui sont analysés chaque mois dans la plateforme d'Airdeal et qui vont nourrir ces équipes pour ensuite apporter des réponses, aider, comme j'évoquais tout à l'heure, des conseillers dans leur posture, dans leur discours, et puisque c'est eux qui sont au front avec nos clients, et de passer ça ensuite aux équipes pour qu'ils répondent. On a aussi un autre chiffre sur les 7 000 ou 8 000 retours d'enquête de nous satisfaction du Customer Care. On a presque 40% dans lesquels, à l'écrit, il y a en tout cas du verbatim. Et là aussi, donc ça, on continue à alimenter la réflexion. On va continuer avec vous, Catherine. Comment ça se passe, la mise en place après des plans d'action ? C'est-à-dire on détecte une problématique qui est plutôt récurrente et on se dit là, il y a vraiment quelque chose à faire. Ça peut être sur l'ergonomie, ça peut être sur plein d'autres problématiques. Vous allez peut-être pouvoir nous en dire plus d'ailleurs. Comment ça se passe après, une fois qu'on détecte une problématique, un irritant, et qu'on se dit il faut faire quelque chose ? C'est justement notre rôle service client, en même temps que celui aussi des études, de remonter ça dans les comités que j'évoquais, dans les comités hebdomadaires. Alors, quand je disais, voilà, ça c'est plutôt du à tiède quand on est en hebdo, ou même plutôt à froid quand on est en mensuel, mais être très très réactif au jour le jour, lorsqu'on va détecter. Alors oui, ça arrive, il peut y avoir quelques bugs quand on est sur une app, quand on est sur un site de rencontre en ligne, et tout de suite d'avoir aussi cette réactivité pour remonter les informations et réagir. Mais dans la partie créative, c'est aller en amont et d'aller peut-être créer la nouvelle fonctionnalité qui va plaire aux célibataires qui utilisent nos services. Aller, par exemple, créer les bons conseils. On a une coach virtuelle qui s'appelle Lara, qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour donner des conseils dans le dating en ligne. Donc, c'est aussi aller créer ces phases de discours, ces réactions que Lara va donner. Donc, on travaille de ces remontées, d'aider en fait, voilà, Lara, d'aider les fonctionnalités, d'aider également parfois ne serait-ce que des noms, de la formalisation de certains retours. On se sert de tout ça vraiment de manière très très concrète. Chez Flunch, comment ça se passe, Hélène, à ce niveau-là, justement ? Donc chez Flunch, pareil, on va remonter et analyser tous les messages de nos clients. On a quand même 55 millions de visites par an, donc avec tous les messages qu'on reçoit, on les thématise dans l'outil d'analyse de verbatim, Proxem. Et soit c'est par item, donc item de l'expérience. Ça peut être, donc c'est l'accueil, c'est l'offre, c'est la qualité du repas servi, c'est les services associés, ou directement on peut les filtrer par produit, par canal de collecte. Et donc ça nous permet vraiment de sortir, les principaux items à la fois de satisfaction et les irritants. Et ensuite, ça sert sur plusieurs dimensions, je le disais tout à l'heure, donc sur la partie opérationnelle.
Donc là, au niveau de l'exploitation, pour gérer tout de suite, l'amélioration de l'expérience en restaurant de façon immédiate, et aussi sur les métiers. Donc là, on va nourrir la R&D, on va prioriser les focus sur des produits qui sont les plus cités, ou au sein même d'une famille de produits, c'est sur quelle typologie? Est-ce que c'est la cuisson? Est-ce que c'est l'assaisonnement? Est-ce que c'est la disponibilité? Donc ça permet d'aller centrer son travail sur des priorités. Donc là, la R&D, le produit et par exemple le concept, c'est comme ça qu'on a identifié aussi tout un travail sur l'attente. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Sur les produits, par exemple, les premières remontées sont sur le légume à volonté, puisque 100% de nos clients passent devant. Et donc, on s'est dit, ça y est, il faut tout changer, faut améliorer, bien sûr. Mais en fait, on se rend compte qu'au-delà de l'offre, c'est aussi prioritairement la cuisson et la disponibilité des produits à tout moment du service. Et donc, avant même de changer l'offre, il faut déjà bien faire notre métier avec des bons produits, servis chauds, à bonne température, avec la bonne cuisson et bien assaisonnés. Et là, quand on creuse un peu, on se rend compte aussi que c'est sur 5-6 produits, pas plus. Et donc rien ne nous empêche de continuer à alimenter une offre variée, évoluant avec les tendances. Néanmoins, il faut déjà être au top sur la partie, sur les basiques. Et donc, c'est bien la cuisson, c'est bien l'assaisonnement, c'est bien la disponibilité du produit, et c'est bien sur 5 produits. Donc là, ça permet d'éviter de s'éparpiller en R&D ou de centrer nos équipes sur les bonnes énergies pour offrir un produit qui est pris par 100% de nos clients, puisqu'il est à volonté. Et deuxième cas de figure, donc sur l'attente, c'est comme ça qu'on a mis en place un système de beeper pour limiter l'attente aux grillades, puisqu'on avait une file continue devant le stand grillade. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est dès la caisse, c'est de demander et la cuisson et la grillade, et on remet un beeper qui va vibrer au moment où le produit est prêt, ce qui permet aux clients d'attendre assis et non devant le stand. Alors Marion, au niveau des plans d'action par rapport à ce que vous pouvez détecter comme problématique, comment justement ça s'organise chez vous? Alors, nous, on passe en revue, donc dans ce fameux comité voix du client, on passe en revue en fait les problématiques qui remontent, et c'est à partir de là en fait qu'on met en lumière les problèmes et qu'on lance en fait, en général. Quand on trouve un problème, il faut effectivement analyser les causes profondes. Donc ça se fait notamment en faisant un focus sur les verbatims, sur un sujet particulier. C'est vrai que ça a permis de mettre en lumière soit des problématiques mineures qui sont faciles à résoudre, mais ça met aussi en lumière des problématiques bien plus profondes, parfois comme des problèmes d'organisation. On s'est rendu compte que dans le suivi de certains clients, il fallait renforcer la disponibilité, réorganiser des services. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses parfois assez profondes qu'il faut modifier. C'est important que l'information soit partagée dans l'ensemble de l'entreprise, qu'on fasse avancer toute l'entreprise et qu'elle ait cette même connaissance des problématiques. Parce que c'est vrai qu'on a des problématiques structurantes qui sont plutôt stratégiques et qui doivent être tranchées par l'équipe de direction. Et il y a des problématiques plus on va dire quick win, qui peuvent se faire très facilement par les équipes. Donc ça va vraiment dépendre de la nature des projets et des problématiques. Est-ce que vous pouvez nous donner justement un exemple de quelque chose que vous avez changé concrètement, rapidement, chez vous, par rapport justement à la voix du client ? Oui, alors il y a eu déjà pas mal d'évolutions de fait. Un exemple facile, ça va être par exemple qu'on commercialise pour les restaurants des plaques émaillées du guide Michelin qui s'affichent en fait sur la devanture des restaurants et qui montrent l'appartenance à la sélection, donc soit des étoiles ou autres. Donc c'est un produit assez simple qui est vendu en ligne et livré. Et en fait, on a eu des retours par les enquêtes comme quoi les restaurants apprécieraient qu'on fournisse les vis et un cache-vis. Donc c'est très, très simple, mais en fait, ça permet de fixer la plaque tout de suite dès qu'on la reçoit, donc sans être obligé d'aller dans un magasin de bricolage pour chercher les éléments adaptés. Donc c'est comme en fait, ils sont quand même très heureux de pouvoir
ils sont fiers, donc ils ont envie de le faire très rapidement. Et les cash-vis, ça fait tout simplement plus qualitatif. Donc voilà, c'est un truc tout simple, mais ça a vraiment permis d'améliorer la satisfaction. Et on le voit en fait tous les jours quand on se promène dans Paris, on voit ces plaques avec ces vis et c'est vrai que c'est une petite chose, mais voilà, c'est une évolution. Mais ça change la satisfaction des clients. Juste un point aussi, on a beaucoup parlé de la partie opérationnelle, mais au niveau de la direction générale, en termes d'orientation stratégique, est-ce que cette voix du client justement donne aussi des vraies orientations, des vraies lignes directrices? Comment ça fonctionne dans vos différentes entreprises? On va commencer par vous, Marion. Alors, effectivement, je pense que vous l'avez déjà dit aussi, effectivement, c'est vraiment important de dire qu'un programme voix du client, il doit être soutenu par la direction. Et les verbatim doivent être partagés dans toute l'entreprise pour que l'ensemble de la transformation culturelle s'opère dans toute l'entreprise et qu'on n'ait pas une différence, en fait, que tout le monde avance dans le même sens à la même vitesse, sinon on va avoir une rupture et ça, c'est problématique. Enfin, nous, on l'a déjà vu dans les deux sens. Il faut faire en sorte que tout le monde avance vraiment à la même vitesse. C'est important donc de partager les résultats en équipe de direction parce que forcément dans les retours des clients, il y a des choses qui sont plus stratégiques et c'est à l'équipe de direction de prendre les décisions et d'agir. Donc c'est vraiment essentiel. On parlait aussi de l'engagement des collaborateurs. En fait, en présentant en équipe de direction tout ce que font les salariés dans le sens du client, ça permet de valoriser le travail et ça permet aussi aux équipes de s'engager davantage. Donc, c'est un rôle aussi de l'équipe de direction de mettre en valeur les équipes qui vont dans le sens du client. Et voilà, vraiment, il faut vraiment avoir l'appui de l'équipe de direction, à la fois pour l'évolution, mais aussi pour la transformation culturelle et l'engagement des salariés. Alors Hélène, vous parliez aussi de l'impulsion de la direction générale par rapport à ce programme Voix du client, mais est-ce que justement les résultats collectés, parfois certains résultats peuvent changer des orientations décisionnelles? Oui, j'ai envie de dire changer ou renforcer des décisions. Donc depuis que la voix du client est vraiment au cœur du pilotage de l'entreprise, en plus des résultats économiques, l'idée c'est qu'à chaque décision, à chaque projet stratégique, on démarre par la voix du client. Ça permet, comme on le disait tout à l'heure, d'essentialiser aussi les actions sur lesquelles et les thèmes sur lesquels il faut bosser pour prioriser justement et répondre au mieux à ce projet. Sur la partie, le comité de direction, oui, pilote les indicateurs de satisfaction au même titre que les indicateurs économiques, collaborateurs et qualité, sécurité alimentaire. Pour moi, c'est rentré dans l'écosystème complet du pilotage. Et donc, souvent, par les phénomènes de vision, par les phénomènes d'écoute de nos collaborateurs, on a les thèmes. La voix du client les renforce et les priorise. Et donc chaque projet, chaque opération soit démarre par une analyse de verbatim et de la voix du client, soit est débriefé par, entre autres, la voix du client. Ça permet chaque fois d'être dans une logique d'amélioration continue. Et naturellement, en fait, la voix du client s'est installée depuis 3, 4, 5 ans et prend sa dimension parce qu'elle est utile. C'est une telle évidence qu'elle est utile. Elle est utile au comité de direction, elle est utile au métier, elle est utile à l'exploitation et ça devient naturel. Et donc, petit à petit, on fait notre chemin. On a un travail entamé sur le ROI. J'en ai pas les résultats sur la partie économique. Ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est que depuis qu'on a mis en place la voix du client, on a juste mis l'exergue sur l'écoute client et l'importance de l'écoute de nos clients. Et par l'effet d'animation, par l'effet de benchmark, on a amélioré de 5 points notre NPS. On challenge sur la réduction de nos détracteurs, nos clients détracteurs. Et de la même façon, donc ça c'est la qualité perçue, donc la satisfaction recours.
Et de la même façon, parce qu'on parle de la voix du client, parce qu'on parle de l'excellence, on a aussi amélioré la qualité servie, donc mesurée par nos visites mystères, de la même façon, voire un peu plus. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est que le sens est donné, les verbatim alimentent ces résultats et en fait, ça devient un réflexe voix du client. Parce que comme tu le disais, on parle beaucoup de client-centric. Maintenant, c'est vrai que ça devient naturel. Et le business est essentiel, l'économique est essentielle. Le client a trouvé sa place au sein de cet écosystème. Alors Catherine, même question par rapport à la direction générale. Et puis, du coup, Hélène a anticipé un petit peu. En termes d'évolution de la satisfaction, qu'est-ce que vous avez observé? Et puis en termes de ROI, éventuellement, de l'impact que ça peut avoir justement sur la performance. Alors, vous avez parlé en effet de rôle de priorisation du management, de renforcer cette voix client, de contribuer aussi à la motivation. Moi, je parlerai aussi du rôle de célébration. Chez Mythic, on aime bien aussi célébrer nos succès. Et justement, si on a réussi à lancer de beaux services grâce à cette écoute client, je parlais tout à l'heure de 10 ans demain, donc le site de rencontre des plus 50 ans, qui après juste 2 ans vient de célébrer son million d'inscrits. C'est parce qu'on fait, on a cette écoute-là et qu'on a répondu justement aux besoins des personnes qui font de la rencontre en ligne après 50 ans. Donc les écouter dans leurs attentes. Et c'est là où la direction va, encore une fois, renforcer, prioriser et célébrer avec toutes les équipes ces réussites. Sur la partie indicateur, évolution, j'ai parlé tout à l'heure, oui, il y a des évolutions sur les scores de satisfaction. En tout cas, nous, au service client, on l'observe. Lorsqu'on va accompagner, lorsqu'on va guider, en s'appuyant sur des verbatim, en s'appuyant sur des appels pour de la formation, pour du suivi, oui, il y a des effets positifs sur la satisfaction. On la voit aussi au travers d'autres indicateurs de satisfaction sur nos produits. C'est un peu plus long, je pense, à obtenir. Il faut savoir que chez Mythic, on est content quand on est sur les plateformes, bien sûr. On est aussi content quand on part. Donc c'est aussi, on le mesure beaucoup à la sortie. Et cette satisfaction avec toutes les belles histoires, ce qu'on arrive à recueillir sur notre site, c'est tout ce partage-là. Donc voilà, cette évolution aussi, elle est positive à ce niveau-là. Très bien. Et Marion, justement, par rapport à l'évolution de la satisfaction et puis peut-être au ROI, est-ce que vous avez quelque chose à nous Alors, notre retour d'expérience peut-être sur le NPS. Le NPS, on trouve que c'est quand même très difficile à faire varier. On voit qu'il y a une saisonnalité. On a déjà eu un vote sanction sur un de nos produits qu'on avait fait évoluer. Il a chuté drastiquement et derrière, on a vraiment eu du mal... même si on est revenu à la version d'avant, on a vraiment eu du mal à le faire réévoluer. Donc c'est vrai que sur le NPS, c'est compliqué de voir tout de suite l'amélioration. Mais là, une fois encore, sur les verbatim, par contre, on le voit immédiatement. On a très vite des verbatim de clients qui nous disent que les produits s'améliorent, que leurs retours ont été pris en compte. Et ça, c'est vraiment important parce que finalement, là encore, ça donne du sens pour les équipes et c'est extrêmement engageant. Donc ça, c'est vraiment le plaisir en fait de pouvoir partager ces verbatim-là en interne. Très bien, merci. Une question du public. Alors, la voix du client ne se résume pas au verbatim. Quid des études qualitatives qui étudient la compréhension profonde des attentes et schémas de pensée client par rapport au focus group, les entretiens qualitatifs. Qui veut répondre à cette question ? Complètement, c'est complémentaire en fait. C'est complémentaire, nous on fait les deux. On fait les deux, mais c'est vrai que depuis qu'on a mis en place la voix du client et surtout l'analyse des verbatim, ça nous permet en fait d'aller capter les items qualitatifs qu'on va ensuite mesurer. Alors on fait les deux, on fait des focus group, on fait des enquêtes online quanti, mais c'est vrai que cette voix du client, elle nous permet tout de suite d'avoir de cibler les items sur lesquels on va aller chercher, on va les creuser par le quanti ou par les focus group. C'est un plus, c'est du temps réel, c'est de la réactivité, c'est de la réactivité sur des sujets sur lesquels on ne serait pas allé parce qu'il y a aussi un enjeu économique, surtout sur des métiers où la valeur ajoutée est minime. Et donc nous, ça nous permet vraiment maintenant
de généraliser l'écoute client sur l'ensemble des thèmes. Mais bien sûr, sur les sujets prioritaires, on va compléter avec un focus ou avec des études quanti. Est-ce que l'une d'entre vous veut répondre à cette question ? Oui, la différence, c'est aussi que la voix du client, chez nous, c'est pérenne, alors que les études, c'est plutôt à un moment T pour répondre à une question précise. C'est aussi très important de rencontrer les clients. Ça, on le fait à la fois pour développer la Customer Centricity, mais aussi pour alimenter, trouver des insights, voir des pistes d'innovation. Et ensuite, c'est des points qu'on peut ensuite aller creuser avec des études complémentaires. Oui, c'est exactement ça. C'est un travail vraiment complémentaire entre la partie, nous, marketing research, et avec qui on travaille en régulier pour cette partie mesures ponctuelles, et que nous, on va aller du coup capter plus en régulier dans les retours réguliers du service client. Une autre question sur comment on choisit son outil d'analyse sémantique. Alors, en plus, vous travaillez avec des éditeurs différents. Qui veut répondre en premier ? Moi, je veux bien. Marion ? On a fait un POC, tout simplement. Donc, on a fourni des verbatims. En fait, on avait des enquêtes de satisfaction qui tournaient depuis longtemps avant de mettre en place la voix du client. Donc, qui est un processus plus complémentaire que juste des études de satisfaction. Mais ce qui fait qu'on avait déjà beaucoup de verbatims. Et tout simplement, avant, on faisait les études, enfin les analyses manuellement. Donc, on savait finalement ce qu'on s'attendait à retrouver. Et en faisant le POC, on a vu vraiment que Viavou permettait de répondre à nos besoins avec une profondeur d'analyse, en croisant des données, etc. Nous, en fait, on a visé au plus opérationnel possible. On a en service support, ce sont des structures assez courtes, et l'idée, c'est vraiment que chaque usage de verbatim soit utilisé pour une action opérationnelle. Et donc avec Proxem, en fait, pareil, on avait 2 années d'historique de verbatim, on les a intégrés, et en fait, ce qui nous a vraiment fait basculer, c'est les plans de classement. Je pense que chaque éditeur a un historique de clients, et Proxem maîtrisait bien la restauration et notamment les plans de classement. Et rapidement, on y a trouvé une organisation qui permettait de sortir des items exhaustifs. C'était une plateforme qui était facile d'utilisation. Donc voilà, nous on a voulu simple, opérationnel, et puis avec une accessibilité prix. Donc pareil, on retrouve toujours les mêmes sur cette analyse sémantique. Il y a des plateformes qui sont beaucoup plus dimensionnées, mais à la rigueur, pourquoi faire si on n'a pas le temps de les utiliser? Donc on a fait au plus efficace et au plus... Voilà. Je peux juste rajouter pareil, pour le choix, il y a la notion de POC, la notion d'accessibilité de la plateforme. Pour nous, ça a été un choix aussi sur la partie langue, puisqu'on administre plus de 15 langues, nous, en Europe, sur à la fois les études et le service client. Donc, ça a été la capacité d'Airdil à nous proposer des plans de classification à partir de langues natives sur chacun de ces pays. Alors, pas les 15, mais au moins, on va dire, parce que les langues nordiques sont un peu plus difficiles à adresser, mais en tout cas sur les langues principales. Et de travailler à chaque fois, nous, avec un care manager du pays, avec un linguiste du pays dans sa langue native, et donc d'adapter les plans de classement de manière transverse sur tous les pays, de pouvoir sortir des rapports qui vont être certes en anglais, en langue transverse, mais à chaque fois d'aller analyser vraiment le verbatim dans la langue naturelle, la langue de départ. Donc ça, c'était important dans le choix d'Airdil là-dedans. Et une dernière question sur les comités voix du client. Déjà, à quelle fréquence ils se réunissent? Et ensuite, les plans d'action, comment vous les suivez? Est-ce que vous décidez de mettre en place un plan d'action par rapport à un irritant, une problématique? Et comment vous les suivez après? Est-ce que vous les suivez de près par rapport justement aux indicateurs et à l'analyse des verbatims? Catherine? Nous, on a un comité expérience client qui est mensuel, mais on a aussi donc des comités hebdomadaires à chaque fois qu'on va lancer une nouvelle application, lancer un nouveau service. Et donc, on va choisir de capter les indicateurs et les remontées quanti et quali à chacun de ces événements-là, et vraiment de centraliser toutes les équipes qui vont travailler sur ce projet de manière donc hebdomadaire, et après avec un recul un peu plus important en mensuel. Bien. Marion? Alors chez nous, ça dépend des produits et services. Comme on l'a vu, c'est très variable. Ça va dépendre en fait du volume de verbatim qu'on collecte et aussi de la fréquence de mise à jour des produits. Sur des produits print, on a une mise à jour annuelle, donc il n'est pas utile de se voir
plus d'une fois par an finalement, parce qu'on n'a pas la réactivité. Enfin, il y a bien sûr le service client qui répond aux problématiques au fil de l'eau, mais pour ce qui est plan d'évolution des produits, on n'a pas forcément besoin de se voir plus. Par contre, sur le digital, ça évolue très vite et on a beaucoup de verbatim, donc là, évidemment, on va se voir très régulièrement. C'était une fois par mois au démarrage, parce qu'il faut dire qu'au démarrage, quand on met en place le programme, il faut quand même beaucoup suivre les équipes. Ensuite, c'est vrai qu'elles se sont vraiment appropriées le sujet. C'est devenu une nouvelle manière de travailler, donc on se voit un peu moins souvent. Faut dire qu'on a aussi beaucoup de produits, donc voilà, et on essaye de faire par produit. Donc ça dépend vraiment de l'évolution, du rythme d'évolution et du nombre de verbatim. Sinon, par ailleurs, pour ce qui est des plans d'action, ça va dépendre en fait des volumes et aussi de la stratégie. C'est pour ça que c'est important aussi de savoir quels sont nos engagements vis-à-vis des clients. Si nos clients nous remontent des points d'évolution, des suggestions d'amélioration, mais sur des choses vers lesquelles on ne souhaite pas évoluer, on ne va pas forcément le faire. Par contre, là où on donne rendez-vous à nos clients, là où on s'est engagé, là, il faut agir rapidement. Et ça, on le suit en monitorant l'évolution des verbatim dans le temps. Si ça persiste, c'est qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on juge. Voilà. Très bien. Écoutez, mesdames, je vous remercie infiniment pour votre participation. Je pense qu'on peut les applaudir.